Bien, bonjour à tous. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui donc pour cette deuxième édition du congrès Virtuose. Donc rapidement sur le programme de la matinée, donc on va démarrer par une plénière d'ouverture où on va faire une petite présentation de deux groupes de travail qui ont été effectués fin 2019, début 2020. Et puis on aurait dû publier ça au mois de mars ou avril 2020, mais ça a été un peu compliqué, donc on a gardé ça en stock pour aujourd'hui. Et puis un deuxième groupe de travail sur la commande publique en BIM qui a démarré au mois de mars aussi 2020 et qui est en cours de finalisation. Donc, ce que je vous propose, c'est de parler de ces groupes de travail sous forme d'une petite table ronde d'à peu près 30 minutes. Et ensuite, on aura la présentation de Building Smart France par Pierre Mitt, qui en est le président, et peut-être une intervention d'Aki Moural, qui, voilà, a priori, il m'a prévenu ce matin, il est souffrant, donc on va essayer de lui ouvrir une session en visio pour qu'il puisse intervenir, mais il ne sera pas présent parmi nous, malheureusement. Donc voilà, et on terminera la plénière d'ouverture par une signature d'une convention entre Building Smart France et le CD2E. On aura l'occasion d'évoquer ça pendant la conférence, mais c'est l'occasion pour le CD2E de devenir le relais de l'action de Building Smart France. Et donc voilà, c'est une vraie chance, une vraie opportunité pour le CD2E et aussi pour le programme Virtuose de prendre un peu plus d'ampleur encore que les actions qui sont menées aujourd'hui. Donc, pour reprendre rapidement, pour ceux qui connaîtraient pas le programme Virtuose, et encore une fois, je m'excuse toujours pour ceux qui ont vu 200 fois cette présentation. Pour certains, c'est même un peu plus que ça. Donc, le Club Virtuose, c'est un programme qui est porté par l'AMEL, financé par l'AMEL, et qui est animé par le CD2E dont je fais partie. Donc le CD2E, c'est un pôle d'excellence régional en bâtiment durable et on travaille sur les trois piliers du bâtiment durable, à savoir la performance énergétique, les énergies renouvelables et l'éco-conception, l'économie circulaire. Donc on a aujourd'hui une vingtaine d'événements sur le programme Virtuose par an, sur les deux thématiques fortes qui sont le BIM et les bâtiments intelligents, vous l'aurez compris, ce sont les deux thématiques de la journée. Et donc, on a ces événements sont répartis sous différentes entités. Il y a deux clubs d'entreprise, un qui existe déjà depuis plusieurs années, qui est le club Virtuose BIM, dont on va parler dans 5 minutes, et un autre qui devait se créer cette année au mois de mars. La date était prise au 27 mars. Et donc, voilà, il y avait plein de trucs de prévus au mois de mars. Donc, on a reporté plein de choses, mais on aura certainement un lancement de ce club d'ici la fin d'année, en partenariat avec HEI. Et donc, il y aura un événement, on espère en présentiel, mais bon, ça devient de plus en plus difficile d'organiser des événements en présentiel avec la visite de HEI Smart Building. Des groupes de travail thématiques, on a évoqué la commande publique en BIM, on évoquera aussi la formation BIM. Ce sont des groupes qui sont issus des clubs en fait, et quand on a une problématique qui anime plusieurs personnes, on en sort un groupe avec une animation collégiale et qui nous permet de produire des livrables qu'on espère publier et qu'ils aient un impact sur les thématiques qui nous animent. Ensuite, on a les rendez-vous Virtuose, donc 4 rendez-vous par an, qui sont des demi-journées de conférences, pareil, sur les thématiques BIM et bâtiments intelligents. Le congrès, donc une fois par an, et puis un site internet et une page LinkedIn sur laquelle il y a une veille qui est faite sur les sujets du smart. On a aujourd'hui 300 ou 400 abonnés sur la page LinkedIn et les posts sont quand même assez vus. Donc voilà pour le programme Virtuose. Je vous propose de démarrer donc cette première table ronde sur les thématiques de la formation BIM et de la commande publique en BIM. Et donc je vais proposer à nos 3 intervenants, Guillemette Lescure, Alex Blazic et Rémi Montorio, de nous rejoindre à la tribune.
Vas-y, mets-toi au milieu. Là. Pour parler. Ah, donc, ouais, je vous remercie d'avoir bien voulu participer donc à cette table ronde qui est une table ronde en ligne. Donc, sur la première thématique qui nous anime aujourd'hui, c'était un groupe de travail donc qui a eu lieu fin 2019, qui s'est terminé début 2020, dont la thématique était besoins et compétences pour travailler en BIM. Donc le constat a été fait que y avait parfois une incompréhension de ce qu'impliquait le passage au BIM sur chacun des métiers du bâtiment. On sait bien que le BIM, c'est une façon de travailler, c'est un outil collaboratif, et aujourd'hui, de l'artisan à l'architecte, au maître d'ouvrage, tout le monde est concerné, et on a clairement identifié qu'il y avait des freins qui étaient liés à une méconnaissance de ce qu'impliquait le passage au BIM. On prend toujours pour exemple, mais parce qu'on l'entend trop souvent, des artisans qui pensent que pour passer au BIM, ils vont devoir acheter une licence Revit, se former à l'utilisation de Revit et savoir modéliser une maquette. Or, aujourd'hui, on sait pertinemment que c'est pas exactement ce qu'on leur demande, voire pas du tout. Et en tout cas, si un jour ils arrivent à ça, il y a des étapes qu'on a identifiées et sur lesquelles on souhaite communiquer pour faciliter ce passage au BIM. Voilà, donc ça, c'était pour le rappel de l'objectif. Et donc, pour chaque métier, on a décidé d'identifier les besoins matériels nécessaires pour passer au BIM et d'identifier les compétences. Et l'objectif, c'est qu'en face, on arrive à mettre une offre de formation. Donc, ça se présente sous cette forme-là. L'objectif, donc, c'est d'avoir le besoin, les compétences et les formations. Et donc, pour témoigner de ce premier travail qui a été fait, je vais interroger donc Alex Blazic des Compagnons du Devoir. Tu as participé donc à ces travaux. On a évoqué le cas de l'artisan. Comment on peut intégrer aujourd'hui ces notions de BIM quand on est compagnon dans une entreprise, et quelles sont les premières étapes clés pour passer au BIM en tant que compagnon? Bonjour à tous. Ça a été très intéressant de travailler en tout cas sur ce sujet. On a pris le temps de bien pouvoir définir, c'est vrai, comme tu l'as dit, hein, Pierrick, les différents parcours et surtout les différents besoins par rapport aux compétences. C'est vrai que quand on est un ouvrier et qu'on imagine le BIM au travers de Revit, on se demande bien à quel moment ça va pouvoir nous concerner. Et donc, ce qu'on a décidé, c'était surtout de retranscrire, en fait, d'associer le besoin par rapport à des choses concrètes qui se passent dans la vie et sur le chantier ou dans une pratique professionnelle. Et en associant tout ça, on a vraiment réussi à identifier des parcours avec des niveaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour un compagnon qui rentre, un ouvrier, hein, chef d'équipe, chef de chantier, qui intègre la démarche BIM dans son entreprise, c'est facile de se dire, OK, de quoi je vais avoir besoin? Utiliser un viewer, aller chercher des informations, pouvoir réaliser des BCF, pouvoir interagir avec quelqu'un qui pourra aussi centraliser les informations. Donc, la plus-value, c'est de se dire de quel matériel j'ai besoin, de quelles compétences j'ai besoin et qu'est-ce que ça m'apporte en termes de gains et de compétences dans ma pratique quotidienne. On n'est pas sur un outil nouveau qui vient se greffer sur ce schéma-là, mais on essaye vraiment d'intégrer la démarche du BIM dans une compétence complémentaire. C'est comme quand on est passé de la scie à main à la scie circulaire. Le BIM reste la même chose et reste un outil en plus à mettre dans sa caisse à outils. Après, reste à savoir comment on l'aborde et surtout par quelles compétences on l'intègre dans les parcours pédagogiques.
Alors, justement, la transition est toute faite. Donc là, par exemple, j'ai projeté donc la fiche compagnon ouvrier qu'on a faite. Faut savoir que dans le catalogue qui va être publié, il y a un descriptif derrière. On a redéfini certains métiers. Enfin voilà, c'est pas juste une carte mentale ou un organigramme, mais l'objectif, c'est d'avoir quelque chose de synthétique et qui est compréhensible par tous en quelques secondes. Tu as parlé donc de besoins matériels, le fameux viewer qui fonctionne donc sur un smartphone ou une tablette. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur des gros investissements parce que je pense qu'aujourd'hui quasi tout le monde a un smartphone sur les chantiers. Et ensuite on a en compétences, là on a un peu plus de choses, savoir visualiser la maquette 3D du projet. C'est pas toujours si naturel et si évident que ça. L'accès aux fiches techniques qui sont disponibles sous la maquette. Donc là, il y a aussi un besoin de formation. Et puis, être capable de passer de cette maquette aux plans 2D qui sont encore aujourd'hui utilisés quotidiennement sur les chantiers. Donc ça, c'est les 3 compétences qu'on a identifiées. Et en face, l'objectif, encore une fois, c'est de valoriser les formations au niveau régional qui sont en lien avec ces compétences qu'on a identifiées. Et donc là, les compagnons, vous apparaissez avec une formation qui s'appelle Savoir BIM. Moi, ce que j'ai bien aimé dans la démarche, et je voudrais que tu nous expliques un peu, c'est la manière dont vous avez travaillé pour créer ce parcours Savoir BIM qui est dédié donc aux compagnons, mais je crois que ça va aussi jusqu'au chef d'équipe, chef de chantier. Voilà, explique-nous un peu comment vous avez mis ça en place, parce que ça a été aussi le démarrage de ce travail, je pense, en parallèle de ce que vous avez fait. Alors, moi, de formation, je suis charpentier, donc je suis compagnon charpentier. J'ai travaillé sur les chantiers et aujourd'hui, je suis chargé de mission pour les compagnons du devoir, mais on s'est surtout inspiré de nos parcours et on a cherché à savoir quelles étaient les compétences, en tout cas les outils, hein, comme l'a bien précisé Pierrick et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pourraient manquer dans notre caisse à outils numérique. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ce n'était pas forcément l'outil qui nous manquait, mais plus le fait de comprendre comment marche une démarche collaborative autour d'un objet, que ce soit 3D ou que ce soit même n'importe quoi, en fait. Et en partant d'un principe de management collaboratif au travers d'une équipe, eh ben, le pas est très faible pour intégrer la maquette et puis après s'approprier la compétence, en tout cas de l'outil. Donc, au travers des parcours qu'on a créés chez les compagnons du devoir, on part d'une initiation toute simple à comment on utilise correctement un smartphone déjà, parce que c'est vrai qu'on en a tous un, mais on l'exploite souvent très mal. Quelles en sont et quelles sont les appropriations professionnelles qu'on peut avoir de ces outils qu'on a tous sur nous. Ensuite, il y a le fait de comprendre un peu cette notion de collaborative au travers de toutes les strates de l'entreprise sur la partie exécution. Et puis après, quels outils pourraient nous manquer, en tout cas, pour pouvoir manager tous ces parcours. Donc, on a un premier parcours qui s'adresse aux chefs d'équipe, chefs de chantier. Un second pour les artisans, dessinateurs, projeteurs, qui lui intègre du coup la formation propre à un outil de modélisation. Et puis un troisième parcours qui est plutôt à destination des ressources humaines et qui lui rentre complètement dans le management collaboratif, mais au sein de l'entreprise globalement. C'est d'intégrer une démarche plutôt globale pour qu'après, au final, l'utilisation de la maquette ou même d'outils partagés soit une évidence pour tous les jeunes qui se forment à cette formation. Alors, le parcours s'adresse à des jeunes de niveau brevet professionnel, donc pour le parcours chef d'équipe, chef de chantier. Après, on a un module pour un niveau DUST, équivalent BTS, où là, on va commencer à rentrer dans le côté projeteur et intégrer la notion de BIM manager. Et l'objectif, c'est de se préparer en tout cas à maîtriser l'utilisation du viewer. Et puis jusqu'au niveau licence, où là, l'objectif est vraiment d'être autonome sur l'animation et la coordination d'un projet BIM en tant que BIM manager. Voilà pour les parcours. Voilà, très bien. Donc, bon, du coup, pour faire la transition, j'ai juste affiché une deuxième carte mentale sur les chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux. Parfois, on a regroupé plusieurs métiers. Et là, on voit donc par rapport aux compagnons ouvriers,
qu'on a identifié déjà plus de besoins, plus de compétences, avec toujours des formations en face qui sont disponibles au niveau régional. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse tenir ce document à jour et qu'on puisse communiquer le plus possible dessus pour qu'au sein des entreprises, le parcours de compréhension du BIM et de formation soit simplifié en se disant que, voilà, en face des compétences, on a identifié des formations qui sont cohérentes et c'est plus simple de passer au BIM. La transition est toute trouvée avec le groupe de travail qui est en cours sur la commande publique en BIM. Puisqu'on a parlé de formation, on a fait une première analyse sur le groupe de travail commande publique en BIM. Et là, j'ai laissé la parole à Guillemette Lescure d'LMH. On a identifié plusieurs choses lors d'un premier atelier animé où il y avait une vingtaine de personnes, collectivités, bailleurs, même des entreprises qui étaient là. Il y avait des bureaux d'études, etc. Et on a identifié des freins, des leviers et des moyens d'action. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, Guillemette ? Alors oui, si j'arrive à bloquer le micro, mais bon, si ça marche, bon, super. Bonjour à tous. Oui, donc alors la commande publique, évidemment, c'est un des leviers importants de la mise en place du BIM, puisque on est dans des métiers où la commande publique, elle a une part évidemment non négligeable. Donc en tant que bailleur social, gérant un peu plus de 30 000 logements, évidemment, on a des commandes auprès de différents types d'entreprises, que ce soit des maîtres d'œuvre ou que ce soit vraiment des entreprises de construction, sur lesquelles nous, on s'est dit qu'on avait un intérêt fort à ce qui est une mise en place du BIM, qui puisse ensuite nous servir à nos usages. Alors, sur la commande publique, d'ailleurs, comme de façon générale, j'ai prononcé le mot usage. C'est vraiment ça qui est tout à fait déterminant dans la façon d'appréhender le BIM. Pour s'interroger sur les usages, évidemment, d'abord, il faut comprendre ce que c'est que le BIM. Donc, comme l'a dit Pierrick, un peu sortir de juste l'image, la 3D. Alors, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. On le montrera tout à l'heure au travers, cet après-midi, par rapport aux expériences qu'on a pu avoir de modélisation 3D sur certains usages, justement. Mais ce n'est pas que ça. Donc, c'est très intéressant, cette modélisation 3D. Mais on a aussi derrière tout le traitement de la donnée. Et nous, en tant que maître d'ouvrage et en tant que gestionnaire sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années après la construction de patrimoine, cette maîtrise de la donnée, cette connaissance fine de la donnée, de la structure des bâtiments que l'on réceptionne et puis leur suivi tout au long de la vie, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est vraiment porteur d'intérêt très fort pour une gestion plus efficace du patrimoine de logement que l'on gère. Donc voilà, donc une fois qu'on a compris que oui, il y a la 3D elle a un intérêt, elle a aussi un intérêt, cette visualisation 3D, en dehors des belles images que l'on peut en faire, sur la gestion même de la donnée, puisqu'on voit quand même bien qu'il est quand même beaucoup plus facile à tout à chacun, même je veux dire, ce qu'on appelle chez nous des managers techniques de site, donc vraiment les gestionnaires techniques de premier niveau qui travaillent en agence, c'est plus facile de comprendre où est localisé tel ou tel équipement quand on visualise sur un plan, que quand on a un tableau Excel de 10 000 lignes où on sait que c'est l'équipement référencé bidule et qu'il y a une phrase qui explique qu'il est derrière la deuxième porte à gauche, derrière l'ascenseur. Bref. Donc, ça a aussi un intérêt, cette visualisation 3D, pour mieux comprendre le patrimoine et pour mieux gérer la donnée et pour mieux la visualiser. D'abord comprendre bien ce qu'est le BIM, donc de la donnée avant tout et de la donnée retranscrite sous une forme plus facile à appréhender pour tout le monde, c'est-à-dire sous une forme graphique qui rend les choses beaucoup plus facilement compréhensibles, encore une fois.
Donc ensuite, on se demande à quoi ça nous sert. Donc nous, en tant que bailleur, je l'ai dit, ça nous sert principalement à gérer le patrimoine, à gérer les durées de vie d'équipement, etc. Et nous, si on s'y est lancé, c'est bien parce qu'on avait assez peu d'outils sur la gestion technique du parc, et que du coup, on s'est dit, quitte à faire un outil de gestion technique de patrimoine, autant le faire tout de suite en BIM. Aujourd'hui, c'est ça qui fonctionne, c'est ça qui est le plus moderne, qui nous donne le plus de fonctionnalités. Donc, on s'est dit qu'il fallait mieux partir sur cette approche BIM tout de suite, plutôt que de faire quelque chose qui serait probablement obsolète assez rapidement. Surtout qu'en termes de gestion technique du parc, un des gros problèmes auxquels se sont confrontés les bailleurs quand ils ont souhaité en mettre en place, c'est la gestion de la donnée à terme. Et que du coup, j'en viens à une des dernières dimensions du BIM qui est extrêmement importante, c'est toute la composante informatique et tout ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et le BIM, il permet, puisqu'on gère des objets, on gère des équipements, il permet de créer des liens avec nos systèmes de gestion, les systèmes de gestion des bailleurs, les ERP que les bailleurs ont pour gérer l'ensemble de leur parc, notamment du point de vue des commandes. Donc, il permet d'avoir ce pont avec l'ERP et il permet du coup une automatisation et une mise à jour des équipements qui étaient beaucoup plus complexes auparavant, où les objets étaient pas gérés directement. Donc ça nous permettait aussi de sortir de cet écueil-là. Donc à partir du moment où nous, on a bien décliné l'ensemble de nos usages, pour information, nous, on a eu à peu près 1 an de travail d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour bien déterminer quels étaient les usages attendus par l'ensemble des collaborateurs, en associant tous les services qui nous semblaient intéressants. Ça, c'est pas du tout cantonné à juste, par exemple, à la direction du développement du patrimoine. Ça a été beaucoup plus large que ça, pour vraiment entraîner ça, et ça a été vraiment intégré dans le cadre du projet d'entreprise. Donc, une fois qu'on a pu faire ça, on s'est dit que il nous fallait des maquettes et qu'il fallait aussi du coup qu'on entraîne. Nous, notre rôle de maître d'ouvrage, c'est pas de produire des maquettes, c'est plutôt de les réceptionner, de les intégrer et puis après de gérer le parc avec. Mais sauf que pour ça, il faut qu'on puisse entraîner l'ensemble de l'écosystème, et ça, c'est un rôle important du bailleur social et de la commande publique de façon générale, d'avoir ce rôle d'entraînement dans des systèmes novateurs sur lesquels, en effet, il peut y avoir des freins, a priori. Et donc, pour ça, on est parti sur plutôt une optique, alors déjà quand même d'imposition de maquettes BIM dans nos opérations de construction et de réhabilitation, de construction de plus de 25 logements et toutes nos opérations de réhabilitation, pareil, d'une taille conséquente. Et puis, une fois qu'on l'a imposé, avec un certain nombre d'éléments qu'on souhaitait voir bien mis en œuvre, et notamment tout ce qui concerne la structure de notre parc pour qu'on puisse avoir cette interopérabilité dont je parlais, et une fois qu'on a fait ça, on est rentré dans une démarche de collaboration et d'accompagnement avec les équipes de maîtrise d'œuvre, avec les équipes de construction, en rencontrant à chaque grande phase de nos opérations l'ensemble des partenaires pour regarder la maquette, donc pas attendre la fin pour éviter d'avoir tout à refaire à la fin, mais voir les choses au fur et à mesure, pour pouvoir éventuellement recadrer s'il y a besoin, répondre aux questions, partager. On est dans quelque chose de nouveau aussi, donc personne ne sait complètement ce qu'il faut faire dans tous les cas. Donc, à chaque fois, on teste, on avance, on voit si la solution qu'on a proposée fonctionne ou pas. On écoute aussi, ça c'est aussi des gros avantages du Club Virtuose, c'est qu'on écoute aussi ce que nous disent nos partenaires entreprises et nos partenaires bureaux d'études. On écoute les difficultés auxquelles ils font face et on essaie de voir, comment les résoudre ensemble. Il ne s'agit pas de poser des difficultés, mais au contraire d'aboutir, in fine, à un bâtiment qui soit plus efficace, qui corresponde à nos attentes, qu'on ait pu facilement vérifier, dont on ait pu vérifier toutes les caractéristiques, dont on soit complètement sûr qu'ils répondent vraiment à notre cahier des charges et à nos attentes. Donc ça, c'est tout le travail de checking qui peut être fait. Et puis, dont on puisse après récupérer l'ensemble des éléments pour l'intégrer à notre système de gestion.
Et donc voilà, on essaie d'avoir vraiment ce travail de collaboration et d'accompagnement de l'ensemble de l'écosystème. Et ça, c'est aussi un des rôles importants, pour revenir sur le groupe de travail, c'est un des rôles importants dans la commande publique. Évidemment, d'amorcer les choses et puis aussi de distiller ce principe du BIM qui paraît quand même primordial et qui va bien au-delà de l'outil, qui est le principe de la collaboration. Voilà, c'est vraiment ça peut-être qui change beaucoup. C'est-à-dire que comprendre que pour qu'on ait un projet qui soit le meilleur possible, qui corresponde le mieux aux attentes de tous, chacun doit faire son taf, ça, y a pas, voilà, ça, mais il faut le faire en collaboration. Et la maquette est quelque part un outil qui permet ça et qui rend la collaboration, enfin, qui la met vraiment au cœur du process et de l'acte de construire. Voilà, donc on en est, pour pas être trop long non plus, ça marche assez bien sur l'aspect amont des phases de construction aujourd'hui. Voilà, tout ce qui est études, architecture, etc., ça commence à bien se développer. Voilà, là où pour le moment on a un peu plus de mal, c'est sur la phase construction, c'est-à-dire que, bon, on l'évoquait un petit peu tout à l'heure, que sur les chantiers, on puisse facilement sortir ses plans venant de la maquette, la dernière maquette mise à jour, qu'on soit sûr qu'il n'y ait pas de problème, qu'on puisse avoir les détails qui viennent aussi de la seule et unique maquette, encore une fois la dernière mise à jour. Bon, voilà, et d'avoir in fine, donc pour nous ce qui nous intéresse en tant que maître d'ouvrage, un DOE numérique, donc tel que construit, avec les fiches techniques des équipements, qui soient bien intégrés, et du coup qui soit pour nous la base de la nouvelle période qui s'ouvre une fois que le bâtiment est livré, c'est-à-dire toute la période de gestion dont on sait qu'elle est bien plus longue que la phase de construction, bien plus, on raisonne de plus en plus en coût global, donc elle a 7 fois plus d'impact que la phase de construction, donc voilà, c'est une phase extrêmement importante. Et tout ce qui est fait en amont, ça doit nous permettre de mieux gérer tout l'aspect de la vie du bâtiment. Très bien, merci beaucoup Guillemette. Donc voilà, on voit bien l'objectif, c'est sur ces groupes de travail, c'est de capitaliser aussi. Tu as parlé de plus d'1 an de travail, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les collaborations qu'on peut avoir au sein du club, il y a des bailleurs qui nous ont rejoints, qui sont moins avancés. Il y en a d'autres qui sont au même niveau que vous, mais il y en a qui sont moins avancés et qui capitalisent là-dessus. Et c'est cette force aussi d'échange qu'on a au sein du club. On va juste donc la méthode, c'est sensibilisation, accompagnement et formation. On a vu que formation, c'était vraiment un gros sujet, et ça me permet de rebondir sur ce que met en place l'AMEL aujourd'hui. Rémi, on a évoqué dernièrement la mise en place de contrats cadres qui permet d'accompagner les entreprises aujourd'hui vers une montée en compétences. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu dans le cadre de la commande publique comment ces contrats fonctionnent et ce qu'ils permettent ? Je vais essayer de bloquer le micro aussi, ça a l'air de fonctionner. Oui, donc pour redonner un peu le contexte, effectivement, on a une montée en compétences, finalement une feuille de route qui s'est installée à l'AMEL sur 2020-2022 pour justement développer le BIM sur nos projets qui sont développés en interne ou en externe, finalement, avec les différentes entreprises et prestataires qui peuvent travailler avec nous. Et finalement, dans ce cadre-là, et finalement dans tous les marchés qu'on est en train de mettre en place, on commence à distiller finalement des premiers éléments de BIM et surtout, je dirais, pour compléter un peu le propos de Guillemette, de réappropriation de la production des données. Tout simplement, se dire demain sur un projet de voirie, sur un projet de bâtiment, on avait des habitudes de travail finalement et de production de plans. Souvent, on recevait des DWG, des PDF, des données finalement brutes dans des formats qui étaient souvent très mal contrôlés. Et la première étape qu'on demande finalement à ces prestataires, et ce qu'on inclut aujourd'hui dans ces marchés, c'est le fait que on a des exigences aussi sur ces données parce qu'on va vouloir qu'elles intègrent un certain référentiel, que ce soit sur les phases de projet et sur les phases de récollement. Et que ces données, on va vouloir qu'elles parlent aussi à l'échelle du territoire et qu'elles soient en lien finalement avec nos données SIG, qu'elles soient en lien avec une vision finalement à l'échelle d'un quartier, par exemple, si on parle d'une infrastructure ou d'un bâtiment.
Donc, tous ces éléments, on les distille dans ces marchés. Et l'idée, c'est que progressivement, finalement, ces marchés donnent un premier niveau d'exigence aujourd'hui, on va dire, qui est un peu le niveau prérequis sur la démarche BIM et sur la gestion des données au sens large sur les projets. Et que progressivement, finalement, d'opération en opération et de marché en marché, que ce niveau d'exigence monte progressivement, finalement, tout en répondant et en essayant de développer finalement la panoplie d'usages auxquels on voudra que ces données puissent répondre demain. Donc aujourd'hui, forcément, on est sur des choses assez élémentaires, souvent d'aide à la décision, de communication et d'exploitation à terme. Demain, on peut imaginer des choses beaucoup plus complexes, finalement, abouties sur des questions de phasage, sur des questions d'analyse de visibilité, par exemple, sur des infrastructures, etc. etc. Donc, on développe ces expérimentations en interne, sur des projets en externe. Et l'idée, c'est que ça permette aussi à ces entreprises d'apprendre avec nous, de se former pour aussi être en capacité finalement de répondre à ces marchés, de demain finalement stimuler d'une certaine manière l'écosystème à travers cette commande publique en BIM. Ok, super, merci beaucoup. Y avait un autre point, c'était l'aspect aujourd'hui, une entreprise peut répondre à un contrat, enfin à un marché en BIM, même si elle n'est pas à niveau. Mais par contre, en face, vous mettez des exigences de plan de formation. Et ça, je trouvais que la démarche permet de dire, voilà, à 3 ans, 5 ans, en fonction de la durée de ce contrat cadre, on aide aussi les entreprises à monter en compétences, nous, en tant qu'acteurs publics sur le BIM. Tout à fait, ça a été fait notamment sur des projets plutôt axés sur les infrastructures. Et justement, vu qu'on constate finalement un niveau de maturité qui est moindre dans le bâtiment, pour pas, on va dire, soit n'avoir personne en face parce que nos exigences soient trop fortes, soit au contraire passer à côté de la démarche et qu'on trouverait dommage, on préfère finalement ouvrir plus largement en disant si vous n'avez pas forcément de référence sur ce type d'opération, soit vous structurez et vous vous faites accompagner finalement, soit vous montrez finalement des gages d'une certaine manière de structuration, de parcours de formation pour vos équipes. Voilà. Ouais, je trouve qu'en termes de démarche, c'est un grand pas de dire on accepte que vous ne soyez pas prêts aujourd'hui parce que nous, on est peut-être un peu en avance, mais en même temps, on vous emmène pour qu'à 2 ans, 3 ans, on soit au niveau. Et là, on voit toute la démarche collaborative aussi du BIM et je pense que ça fait sens pour les gens qui aujourd'hui travaillent sur le BIM. Je vais juste vous montrer très rapidement à quoi peut ressembler la finalité de ce travail. Guillemette, c'est la fiche sur les... Alors, c'est complètement illisible. C'est la fiche sur les usages du BIM pour un bailleur. En vrai, elle est moins floue, mais dans l'idée, c'était de construire les points clés que tu as évoqués et voilà, et de partir de l'expérience des bailleurs pour que sur quelque chose de très synthétique, je dis pas que ça permet demain de passer au BIM, c'est pas la question, mais c'est de s'alerter et d'être en vigilance sur des points clés et comprendre quelle stratégie a été adoptée. Et on a en bas à droite quelques ressources essentielles. Faut savoir qu'on a travaillé donc une fiche pour les bailleurs, une fiche pour sensibiliser les élus, une fiche pour les collectivités. On a une fiche bibliographique aussi qui reprend l'ensemble de la littérature de base sur le BIM. Il y a notamment des documents de Building Smart France qui aujourd'hui font référence. Donc voilà, ce travail-là, on va essayer de le regrouper dans un seul et même document et pouvoir le communiquer à tout à chacun. Je vous propose un petit tour de table de conclusion avec peut-être un mot sur votre vision
Alors peut-être moyen terme, peut-être 2021, mais peut-être 2022 ou 2025. Si vous avez juste une idée de ce que le club, ce sur quoi le club doit travailler, le club et vos entreprises doivent travailler dans les mois, années à venir. Et puis ça permettra donc de faire la transition avec l'intervention de Pierre Mitt. Je vais me lancer. Pour nous, c'est des choses qu'on a déjà évoquées, mais je pense que c'est vraiment l'essentiel. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on redéfinisse et qu'on arrive à concrétiser l'usage du BIM pour chacun des métiers de la chaîne de la construction. Voilà, comme j'ai dit, c'est des choses qui commencent sur la partie amont de la construction à être bien mises en œuvre. Il y a des gens comme Alex qui font des choses vraiment aussi concrètes pour faire en sorte que dans l'acte de construire même, ça puisse se mettre en place. Là, c'est pas encore le cas, hein, très clairement. Nous, dans tous les chantiers qu'on a, je pense qu'on n'a aucun chantier qui fonctionne en BIM. On a très bien quand on va voir, quand on est en phase d'exécution et qu'on va en réunion de chantier, on voit des entrepreneurs, mais tout à fait intéressés et tout à fait de bonne foi, hein, qui nous disent mais moi qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que faut que j'achète très vite? On voit la FFB qui nous dit ah oui mais les petits artisans ils peuvent pas acheter des logiciels aussi chers, ils peuvent pas se permettre d'avoir 15 jours de formation. Ah, voilà, on a encore beaucoup de réactions comme ça. Donc voilà, toute cette communication, cette information, et puis après cette formation sur place. Je pense que là, c'est des choses qui ont déjà été faites, mais les formations sur chantier, vraiment quand on est dans le vif du sujet pour montrer, voilà ce que ça apporte, voilà les écueils que ça évite, et puis voilà finalement ce que vous avez à faire. Et puis finalement, c'est peut-être qu'un tableau Excel à déposer sur un serveur, ou peut-être que d'être en capacité de récupérer un tableau Excel sortant d'une maquette, et point final, et pas de Revit, il n'y a rien de plus que ça. Donc c'est tout ça qu'il faut faire en prenant toujours cette focale métier par métier. C'est ce qu'on a commencé à faire, mais maintenant il faut que ça s'ancre. Et puis voilà, il y a besoin de relais pour que ça s'ancre vraiment dans les pratiques. On a besoin que ça s'ancre dans les pratiques du début à la fin. Concernant les travaux, moi je pense qu'il faut, j'espère en tout cas que tout ce travail qui a été fait de catalogue, en tout cas, servira aux entreprises pour qu'on arrive à intéresser et à casser cette image compliquée de ce que peut être le BIM pour montrer au contraire tous ces avantages et toute cette partie vertueuse. Et j'espère aussi que qu'en sensibilisant à tous les niveaux, on arrive à rentrer vraiment une démarche collaborative au-delà du BIM, mais une démarche collaborative toute simple, en tout cas dans la façon de travailler et dans l'acte de construire. C'est vrai qu'au niveau du club, moi j'espère que nos travaux continueront et qu'on arrivera à associer aussi d'autres compétences dans ce groupe de travail. Et puis comme l'a dit Guillemette, c'est vrai qu'il y a aussi les modalités pédagogiques qui restent à définir et à faire évoluer. Et je pense que ça pourrait être aussi des choses intéressantes à voir avec le club, en intégrant tous les partenaires et en pouvant sensibiliser à tout niveau sur un chantier, en montrant qu'au final, c'est pas si compliqué et qu'il y a tout à y gagner. J'ai la tâche difficile de compléter après tout ça. Je pense que l'idée reste la même, hein, c'est vraiment d'ouvrir le plus largement possible aux entreprises et à ceux qui font les chantiers, qui suivent les chantiers sur site. Finalement, c'est peut-être là où aujourd'hui on a un manque finalement de visibilité ou de contact avec ces acteurs, et pour justement faire comprendre que ce qu'on attend, c'est tout simplement des données, et que c'est finalement chacun soit acteur, soit relais et capitalise des données à son niveau. Alors forcément, les bureaux d'études vont produire des données beaucoup plus riches en géométrie, beaucoup plus riches en spécifications, mais sur chantier, finalement, on peut avoir des éléments très simples, parfois même une photo avec un tout petit texte. Ça véhicule finalement énormément de données sur ce qui se passe sur le chantier, sur un élément qui a été mis en place ou sur un défaut finalement constaté sur site. Donc c'est toutes ces petites choses, tous ces petits tuyaux entre guillemets qu'il faut tisser entre les gens, entre les équipes, pour faire mieux circuler la donnée et faciliter in fine finalement une vision plus collaborative des chantiers, plus collaborative des opérations.
Ok, merci beaucoup pour cette conclusion et pour votre intervention. Et puis, on vous retrouve sur différentes interventions. Alex pour le pitch, Guillemette pour la conférence BIM et habitants à 15h30, en concurrence avec Rémi sur la conférence des patrimoines existants, numérisation et process BIM. Voilà, merci à tous. Le petit nettoyage obligatoire. On s'adapte à tout. Je vais vous mettre votre présentation et puis je vais vous laisser la parole. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir fait le déplacement et d'avoir sollicité le CD2E dans le cadre de ce partenariat. Et puis donc je vous propose de faire votre présentation et puis ensuite on aura une signature de convention et normalement entre deux on aura quand même l'intervention d'Aki Moural en distanciel. On va régler ça pendant que vous présentez. Voilà, je vous laisse la parole. Le micro est peut-être... Écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très content d'être venu vous voir. Alors bon, bien que je ne sois pas dans une région confinée, j'ai pas eu peur d'être là. Je pense que ça va pas tarder à ce que nous aussi, tout le monde se confine. Voilà, je pense que c'est un moment un peu douloureux. C'est très bien qu'il y ait quand même aujourd'hui cette manifestation. Parce que bon, la visioconférence c'est bien, mais quand même le contact et de voir les gens, bien que voilà, on ne voit pas tout, mais quand même ça permet de faire avancer les choses. Donc le temps que la machine se mette en route, donc je me présente, je suis Pierre Mitt. Dans la vraie vie, là où j'essaye de gagner ma vie, je suis économiste de la construction. Je suis basé à Danger-Saint-Romain. Alors je dis, vous voyez Lille, vous voyez Bayonne, je suis au milieu, entre Paris et Bordeaux, dans le Poitou-Charentes. Après, où je passe beaucoup de temps, eh bien, c'est la présidence de Building Smart France, qui longtemps s'est appelé Média Construct, et ça je vous expliquerai. Et puis troisième endroit où où j'essaye de passer mon savoir, je suis professeur au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, où je m'occupe de la partie économie et de la partie BIM. Eh bien, que je sois dans le Poitou-Charentes, j'ai la chance de travailler dans le Nord. Aujourd'hui, je travaille sur une opération qui est super intéressante, c'est la couverture des cryptoportiques du Forum antique de Bavay. Voilà, donc voilà, je ne connaissais pas et j'ai découvert ce magnifique site. Et puis, c'était aussi l'occasion de pouvoir signer cette convention entre nos deux associations, car comme vous pouvez le voir, dans les territoires, je pense que ça va plus vite qu'au niveau national, parce que comme je disais tout à l'heure, le contact est important et dans les territoires, les gens se connaissent et ce qu'ils vont écrire, ce qu'ils vont mettre en place, c'est pour leurs besoins immédiats. C'est pas forcément des choses qui sont pensées à un niveau et qui parfois sont décalées au niveau du besoin des acteurs. Alors pour démarrer, alors c'est moi si tac. Ouais, mais j'ai un truc là qui s'affiche là. Voilà. Elle veut pas passer. Ah, ça y est. Bon, donc ça c'est fait. Voilà. Hop là. Alors, dans notre univers, on a toujours dit qu'un petit dessin valait mieux qu'un long discours. Et là, on voit là, on avait des plans sur des papyrus. Hein. Après, les traits, on les a fait de moult et moult façons. On est arrivé à la CAO. Et ce qui a été dit, ce qui est important, c'est pas que l'image, c'est l'information qui est liée à cette image. Moi, ça fait à peu près depuis 2006 que je fais des présentations. Je n'ai jamais montré
une maquette, je n'ai jamais fait tourner une maquette parce que, ok, mais je suis pas dans le spectacle, je suis dans le concret. Et ce qui est important pour nous acteurs, c'est cette information qui est liée à cette image. Donc la Game Boy a été très préjudiciable au développement du BIM parce que les vrais gens du bâtiment, de la construction, quand ils voyaient ce truc tourner, ils se disaient mais moi ça me sert à rien. Moi, quand je vois une coupe, une vue en plan, une façade, je comprends comment ça fonctionne. La maquette qu'on faisait faire en balsa ou ce qu'on voulait en carton, c'était plus un outil de communication pour des gens qui n'y comprenaient rien. Et tant qu'on a mis seulement ça en avant, eh bien, ça ne décollait pas. Quand on a commencé à changer l'optique et de dire, mais dans cette maquette, qu'est-ce qui est important? Ben, c'est plus la donnée que l'image. Et j'étais de ceux qui ont poussé ça par la rédaction d'un rapport qui avait été fait pour le plan bâtiment durable qui s'appelait BIM et gestion du patrimoine. Alors je peux vous dire que quand Franck Ovorka de la Caisse des dépôts et moi avons été nommés par Philippe Pelletier pour faire son rapport, il y a pas mal de gens qui ont dit mais non mais attendez, qu'est-ce qu'un économiste et un chargé du patrimoine de la Caisse des dépôts vont parler de BIM? Parce que ces gens-là étaient dans l'image. Et quand on a commencé à démontrer que la donnée, elle avait une valeur et que si quelque chose a une valeur, ça veut dire que comme économiquement parlant, on peut mettre des choses en place derrière, eh bien là, vraiment, il y a eu un déclenchement. Et depuis 2013, 2014, les choses se sont réellement mises en place parce que les gens ont compris que cet outil permettait d'avancer et d'avancer d'une façon intelligente et aussi d'intégrer cette notion de cycle de vie de la construction. L'information a de la valeur. Elle a de la valeur pas seulement pour les bâtiments neufs, mais aussi pour les bâtiments existants. Si on ne fait qu'un outil pour faire du neuf, ça ne sert à rien. Quand on sait qu'on renouvelle que 1 ou 2% du patrimoine en logement par an, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus à se préoccuper de nos bâtis anciens que de ce qu'on va construire aujourd'hui. Alors cette donnée, vous allez me dire, elle est très importante. Alors cette donnée, elle est à prendre en compte de différentes façons. L'image est quand même une donnée. La représentation d'un objet est une donnée. Donc on parle de LOD, Level of Detail. On parle du LOI. Quelles sont les informations qui sont liées à cet objet? Et aujourd'hui, on se rend compte que on ne peut pas prendre les choses d'une façon séparée. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on parlait de LOD, de LOI, on parle de loin, le niveau d'information du besoin. Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que les acteurs ont besoin? Et en fonction du métier que je fais, parfois c'est l'image qui est prédominante, parfois c'est l'information qui prime. Et qu'est-ce que j'ai besoin comme niveau d'information en fonction de ma préoccupation? Parce que si j'utilise cette maquette, c'est que je suis un contributeur de l'acte de construire et j'ai besoin de prendre des informations des autres, mais j'ai peut-être aussi besoin de donner des informations à d'autres acteurs. Donc, dans cette maquette, ces informations, je peux être seulement un spectateur. Et tout à l'heure, vous l'avez dit, ben oui, utiliser un viewer, c'est déjà un grand pas pour rentrer à l'intérieur de la maquette. Après, je peux être un commentateur de la maquette. Alors, pendant une époque, j'avais mes têtes de turc. C'était les bureaux de contrôle. Parce que les bureaux de contrôle, eux, ils disaient « Ah non, vous, votre maquette, nous, on ne veut pas rentrer dedans, c'est pas de truc, nous, on regarde, on vérifie. » Aujourd'hui, on voit nos bureaux de contrôle qui développent des outils et avec le BCF, on peut venir, sans rentrer dans la maquette, venir mettre un post-it pour dire ça fonctionne pas. Et puis derrière, on va pouvoir enchaîner un dialogue entre l'ingénieur structure ou le technicien ou l'architecte pour une préoccupation qui aujourd'hui sont un point de blocage pour notre bureau de contrôle. Après, je peux être un contributeur, mais je ne suis pas forcément le créateur de cette maquette. Et aujourd'hui, on a souvent mis en avant, et je veux faire de mal à personne, mais de citer un des outils qui permet d'être le créateur de la maquette, ben non. C'est-à-dire que là, on est sur un autre stade. Et en fonction du métier que je fais, ben voilà, j'ai besoin j'ai des besoins différents. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, tous les outils n'existent pas. Les outils sont à créer, les applications sont... On sait qu'on peut créer l'armoire, on sait qu'on peut mettre les différentes étagères, mettre des étiquettes sur là c'est les chemises, là c'est les caleçons, mais on ne sait pas forcément, en fonction de ce que je fais, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher et comment je le fais.
Et puis, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que ce BIM, il faut arrêter de le prendre en silo. Le BIM, c'est un travail collaboratif. Les décisions doivent se faire d'une partie, le faire ensemble. Si chacun de son côté veut se faire son BIM à soi, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment essayer de réfléchir. Et c'est pour ça que ça marche bien en région. Parce que les gens, quand ils discutent de ce problème, ils ne sont pas les uns contre les autres. Ils veulent avancer ensemble. Et ça, on se dit aujourd'hui, moi en 2006, quand j'ai commencé à débattre de sujet, on me prenait pour un zozo. Mais ce mec, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Aujourd'hui, j'ai les mêmes qui disent, en fin de compte, ce que tu disais, c'était vrai. Alors moi, je ne suis pas un geek. Je ne rentre pas dans l'ordinateur, comment ça se passe. Je suis dans la philosophie du sujet. La philosophie que j'avais en 2006, d'abord, au départ, je ne savais même pas que ça existait. J'étais un peu comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Moi, je faisais du BIM sans le savoir. Aujourd'hui, j'ai pas changé. Les outils ont changé, les outils ont évolué, mais les systèmes fondateurs, ils sont toujours là, c'est toujours les mêmes. Et puis, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut raisonner en coût global. Alors, oui, fonctionnement, investissement. Alors, vous, les bailleurs sociaux, c'est formidable. Vous construisez, vous gérez, parfois vous vendez. Une collectivité, c'est aussi un peu ça. Bon. Mais combien d'acteurs construisent et se débarrassent d'un bien pour le faire gérer par d'autres? Ça veut dire que comment est-ce qu'on gère le complément d'information que l'on a mis dans une maquette qui doit bénéficier à des gens qu'on ne connaît peut-être pas et pourtant à qui on va faciliter la vie. Alors quand on sait que c'est 25% investissement, 75% fonctionnement, si on fait gagner 10% sur le fonctionnement, c'est quand même intéressant. Donc en amont, on aimerait bien que les choses soient prises en compte. Une fois, j'étais à Bercy et on me disait, voilà, qu'est-ce que nous, on pourrait faire? Je dis, il y a deux choses que vous pouvez faire. C'est, puisque à Bercy, ministère de l'économie et des finances, il y a la partie industrie, communication, télécommunication. Mais je dis ce qu'il faudrait déjà, c'est si on veut prôner un travail collaboratif, il va falloir grossir les tuyaux et mettre la fibre optique partout. Et on s'en rend compte aujourd'hui, tout le monde n'est pas égal devant le télétravail. Il y a des gens qui peuvent télétravailler, d'autres qui peuvent pas. Et donc notre maquette, si on veut faire travailler un travail collaboratif, il faut pouvoir avoir un accès à Internet pour tout le monde. Et puis, je leur ai dit aussi, il faudrait essayer de me rendre un peu moins étanche la barrière entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement, pour qu'on puisse essayer de voir comment, dans le cadre de la mise en place d'une maquette BIM, comment est-ce qu'on peut mettre en place des transferts. Pour le moment, personne n'a parlé de la loi BOP, mais c'est pareil, c'est des transferts aussi. Dire qu'il y a un moment, on comprend bien qu'en amont, on fait des choses que d'habitude on n'aurait pas fait et qui vont être bénéfiques pour ceux qui vont travailler par l'arrière. Ça veut dire aussi que cette maquette numérique, il faut la travailler de l'aval vers l'amont et ne pas faire le contraire. Parce que il faut au final, cette maquette, on dit qu'elle est faite pour gérer un patrimoine, et comment on remonte jusqu'au bout pour que chaque acteur puisse contribuer et que les informations peuvent être mises au bon moment. Alors, voilà, mettre en place un continuum numérique. Ah oui. Aller de l'objet connecté au territoire. Bon, là aujourd'hui, la notion de territoire est importante. Comment est-ce qu'on rend un bâtiment intelligent et qui communique avec un territoire intelligent? Ça fait beaucoup de choses à faire. Cette interopérabilité, comment est-ce qu'on la gère? Les problématiques d'indépendance. Nous, on est la maison de l'Open BIM. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'avoir l'outil qui a créé la donnée pour la lire. Comment voulez-vous, si on s'engage sur 50 ans, que l'exploitation de la donnée soit liée à un format ou à une machine? Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ceux qui ont acheté un caméscope Sony Betamax, ils sont fâchés à vie avec la belle-mère parce que les films de la Communion de la Petite, on ne pourra plus les voir. Bon. Donc, il faut faire attention. Si on est dans une notion de continuum, c'est comment est-ce qu'on sécurise cette donnée, comment est-ce qu'elle est accessible, qui peut l'avoir. L'autre jour, j'étais au ministère de la Défense, ils sont à fond dans le BIM, mais ils se disent comment est-ce qu'on va gérer et sécuriser cette donnée, et puis cette donnée, où est-ce qu'on la gère?
Je ne sais pas, vous, en tant que bailleurs sociaux aujourd'hui, les informations, où est-ce qu'elles sont? Qui est-ce qui est dépositaire de la maquette? Sur quelle plateforme? Est-ce que vous mettez une plateforme à disposition de la maîtrise d'œuvre après les entreprises pour que derrière, vous la réintégrez chez vous pour faire votre gestion patrimoniale? Ça, c'est des gros sujets. Et si on veut avoir cette logique, eh bien, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Tout à l'heure, on a parlé SIG. Le SIG, il communique avec le... Alors, je vous le dis, je suis vraiment pas un geek. SIG, c'est format d'échange CityGML. Nous, le bâtiment, on est sur les IFC. Comment est-ce qu'on fait dialoguer? Comment on fait échanger? Comment est-ce qu'on fait pour pas qu'il y ait d'informations qui se perdent en route? Donc, les gros échanges, les gros débats. Tout à l'heure, Rémi a dit que le bâtiment était moins avancé que les infrastructures. Ouais, t'es là-bas. Bon. Alors, le bâtiment, c'est vachement plus compliqué que les infrastructures. Non. Les gens des infrastructures ont été beaucoup plus réactifs que les gens du bâtiment. Les gens des infrastructures, ils ont réellement compris, peut-être parce qu'il y a moins d'acteurs, mais que vraiment, il fallait pas rater le coche et qu'il fallait se mettre en place pour avancer. Nous, gens du bâtiment, peut-être que c'est beaucoup plus diversifié. Tout est, à chaque fois, on fait des prototypes, on fait pas de série. C'est vrai que bon, quand vous faites un autoroute, il y a toute une partie, c'est toujours pareil, sauf que bon, avant il y a l'autoroute, la configuration du site, elle n'était pas forcément la même. Bon. Voilà. Donc, il n'y a pas de guerre entre les gens du bâtiment et les gens des infrastructures, mais les gens avancent différemment. À une époque, je disais, il y a des gens qui, minimum pour le BIM, faut consulter les horaires pour prendre le train. Après, au minimum, faut être sur le quai de la gare. Après, il y a des gens qui ont pris des TGV. Alors, ils sont allés très vite, mais sauf que parfois, ils ont pris le mauvais TGV, donc ils reviennent. Après, il y a des gens qui ont décidé de prendre des TER. Ils ont pris le TER. Ah, ils n'est pas dans la bonne direction. On s'arrête. Bon, voilà. Aujourd'hui, le principal, c'est d'être dans un train, d'avancer. Et une fois qu'on est dedans, eh bien, c'est rare que les gens descendent du train. La notion de jumeau numérique. Alors, le jumeau numérique, c'est un jumeau ou des jumeaux. On revient toujours aux besoins. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Le jumeau numérique, où il y a tout. Tout à l'heure, je sais plus qui disait comment est-ce qu'on fait sur le terrain pour pouvoir regarder, explorer la maquette. C'est sûr que si vous avez un truc qui est énorme au niveau mémoire, et vous irez jamais pouvoir le consulter sur votre téléphone ou sur votre tablette. Ça veut dire que on revient toujours. La problématique du besoin, le jumeau, il est peut-être pas forcément le même en fonction du jeu des acteurs. Alors, les acteurs, ils ont besoin d'un code de la route. C'est-à-dire que aujourd'hui, les gens, ils se disent, on vient faire du BIM, mais pour faire ce BIM, comment si tout le monde attend, là, un petit schéma, là, tout le monde est au stop, donc personne ne va bouger. Bon. On sent qu'aujourd'hui, on a commencé à mettre des feux, on a commencé à mettre des ronds-points, et ça devient beaucoup plus en plus fluide. On parle. Pourquoi? Pour aller vers cette interopérabilité. C'est I am a dream. C'est bon, voilà, on travaille tous ensemble. Alors, on a parlé de travail interopérabilité de niveau 1, de niveau 2, de niveau 3. Bon, alors aujourd'hui, ce qui est pratiqué, c'est beaucoup de niveau 2. C'est-à-dire qu'on fait des maquettes chacun de notre côté qui sont compatibles, que l'on peut se matcher pour pouvoir faire une détection de clash. Le niveau 3, je pense qu'on y arrivera un jour. Mais pour qu'on y arrive, eh bien, il faut que les choses mûrissent et surtout que l'on ait... régler parfaitement le jeu des acteurs. Je vous rappelle que le BIM, c'est 80% d'humains et 20% de technologie. Mon collègue américain, il me dit, Pierre, non, tu te trompes. C'est 10% de technologie et 90% d'humains. Les gens qui ont fait la téléphonie mobile, ils ont mis peut-être du temps à se coordonner, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant de téléphones que de fournisseurs de réseau. Bon. Par contre, après, le fonctionnement et ce que l'on en fait, c'est peut-être plus compliqué à gérer. Le BIM, c'est un petit peu pareil. Les outils, on sait qu'on peut faire fonctionner tout, mais l'humain, comment est-ce que l'humain va prendre en compte sa place à l'intérieur de cette maquette? Alors, on pouvait faire des lois, d'accord? Alors aujourd'hui,
On a la directive européenne qui était en 2014, qui était passée en droit français en 2015, qui incite à utiliser pour échanger les données les outils dématérialisation informatique, mais qui dit que on peut pas imposer tant que ces outils sont communément disponibles pour tous. Bon. Alors là, c'est vrai qu'on peut attendre longtemps avant que tout soit disponible pour tous. Il y a des choses qui se font au niveau du pays. Bon, on a eu le plan BIM, plan transition numérique, où là j'ai connu Rémi. Maintenant, il y a le plan BIM 2022, et puis bon, en 2019, la création du CF IPC. Et puis il y a d'autres opérations qui se font au niveau du monde de l'industrie. Alors l'industrie de la construction, et ne pas seulement, souvent quand on parle de l'industrie, on pense au monde de la mécanique. Non, c'est l'industrie du monde de la construction. Et tous ces gens-là, quand on regarde les définitions, ils sont tous intéressés par la data, la donnée, et c'est vraiment ça qui est le fil conducteur. Alors, aujourd'hui, on est à Lille. Mais le BIM, il n'est pas à Lille. Il n'est pas dans les Hauts-de-France. Il n'est pas en France, il n'est pas en Europe, il est dans le monde, et peut-être que s'il y a des petits hommes jaunes, des petits hommes verts, il faut peut-être aussi du BIM. Ça veut dire que aujourd'hui, on est sur quelque chose qui ne se traite pas au niveau d'un territoire, au niveau de la technologie, au niveau des outils, des grandes lignes. Par contre, ce qui se traite au niveau du territoire, et qu'il ne faut pas l'oublier, c'est les us et coutumes, les usages, la répartition des rôles n'est pas forcément la même d'un pays à l'autre et d'une région à l'autre. Moi, alors c'est bien parce qu'on est virtuose. Alors au début, je croyais que c'était un truc, voilà, où il fallait se produire. Alors bon, je dis, moi, je sais pas jouer d'un instrument, je vais peut-être chanter parce que j'aime beaucoup la musique. Et donc, je vais prendre une image qui se rapporte au virtuose. Un morceau de musique, il peut être joué par un pianiste, il peut être joué par un orchestre symphonique. C'est le même morceau de musique, mais la distribution des notes, elle est différente. Notre construction, c'est pareil. Je pourrais très bien prendre quelqu'un qui dessine, qui va chercher de la terre pour faire des briques et des tuiles, qui va couper des arbres pour faire des planches, et puis qui va faire sa maison, et puis qui va y habiter, et puis là, voilà, on aura un seul acteur. Sauf que c'est pas forcément pareil. Quand on construit, si on est dans le privé, dans le public, on fait de la conceptualisation, on fait plein de choses. Et puis on peut trouver sur un bureau d'études qui est pluridisciplinaire, ou avoir un économiste, un bureau d'études structures, un bureau d'études fluides, et puis. Et donc, en fin de compte, on fait bien la même chose, mais avec des acteurs différents et sur une durée différente. Alors, il faut des normes. Alors, ces normes, elles se passent à 3 niveaux. Elles se passent au niveau mondial, avec l'ISO, au niveau européen, avec le CEN, et puis au niveau français, avec l'AFNOR. Mais avant de faire des normes, d'abord, il faut savoir, est-ce qu'on va faire une norme ? On a mis 1 an pour savoir s'il fallait faire une norme en France, en Europe, pour discuter du BIM, donc déjà 1 an. Et puis, avant d'arriver à la normalisation, faut essayer d'être un peu consensuel, c'est-à-dire se mettre autour d'une table et les acteurs discutent pour dire, voilà, ça serait bien qu'on tende vers ça. Est-ce que ça gêne quelqu'un ou non? C'est bon, donc on passe au point suivant. Et ça se passe dans l'antichambre des normes, dans la pré-normalisation avec Bundesmark International. Donc ça, c'est quand on est au niveau mondial et au niveau européen. Et puis quand on est en France, ça se passe avec le chapitre français. L'idée, c'est de réfléchir comment, en fonction des besoins, on fait des normes. On fait des normes pour que les machines fonctionnent. On fait des normes pour que les gens échangent. Et on fait des normes pour que aussi les propriétés soient compatibles les unes avec les autres. Donc, du temps du PTNB, il y avait eu un rapport qui avait été fait, qui avait défini les besoins et qui avait montré quels étaient les sujets sur lesquels il fallait travailler. Donc, les acteurs, les ordinateurs, la terminologie, les outils, comment les passerelles entre les différents acteurs. Aujourd'hui, au niveau de la normalisation, il se passe des choses tant au niveau bâtiment qu'au niveau infrastructure. Et parce qu'au départ, c'était que le bâtiment, et aujourd'hui, les choses se mettent en place parce que si on veut vraiment avoir un travail en commun, il faut que ces deux mondes se rencontrent.
faut me dire le temps, parce que là, moi, 2 jours après, on est encore là. Donc, notre association, elle date de 1989, c'est pas d'hier. Alors, au départ, ça s'appelait EdiConstruct. C'était plus pour discuter des échanges, de la dématérialisation des données administratives dans le monde de la construction. Bon. Et puis, 1995, nos amis américains ont créé une association, Building Smart International, et se posaient la question, mais bon, les avions, les bateaux, les voitures, les mecs, ils ont des trucs, ils échangent, et puis nous, au monde du bâtiment, mais on n'arrive pas à se mettre d'accord pour échanger des données. Et donc, c'est là qu'ils ont créé ce fameux format IFC, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils ont fait un petit peu une nomenclature des ouvrages que constitue un bâtiment en se disant, ben voilà, ça c'est le container, et derrière, on va voir comment est-ce qu'on peut bâtir une technologie. Et la France a adhéré en 1996, et on a créé le chapitre français. Alors, à l'époque, nous, c'était MediaConstruct. Et puis, bon, comme les autres pays qui sont arrivés après nous, comme nom de chapitre, ont pris le nom de leur pays en mettant Building Smart derrière. Bon, on a dit, allez, on va faire pareil, parce que c'est vrai, quand un Chinois, je lui disais que j'étais le chairman de MediaConstruct, il me regarde avec des grands yeux, et si avec mon anglais, ça je vous dis pas, et si je lui dis que je suis le chairman de Building Smart France, ben ça va mieux tout de suite, il sait vers quoi on est. Donc, ça, je vais passer cette diapo, parce que je vais revenir après dessus. Alors voilà, aujourd'hui, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la normalisation, les choses elles montent et descendent. Il y a des choses qui peuvent arriver du terrain, et il y a des choses qui peuvent arriver d'instances supérieures, ou même par exemple par rapport à un gouvernement qui voudrait qu'on se pense d'un sujet. Et ça, c'est intéressant parce que il y a vraiment des échanges qui se font, et chaque acteur peut trouver sa place. Donc, nous, à notre niveau, eh bien, on travaille sur beaucoup de sujets. On a travaillé sur un rapport qui est paru en mai 2019 sur les systèmes de classification. Voilà. Parce que il y a Uniclass, Omniclass, il y a plein d'endroits où pour les ouvrages du bâtiment, on a une codification. Et c'est pas forcément le même nom, et ça correspond pas forcément. Alors, quand vous dites que vous voulez avoir quelque chose d'open et que l'endroit où vous allez mettre l'information, vous n'êtes pas sûr que c'est le bon, c'est un peu dangereux. Donc, on a fait un rapport, et là, Cocorico, on était les premiers, donc il a été traduit en anglais, parce que d'habitude, c'est toujours le contraire. On travaille sur la Produchrome, sur les échanges de données, les propriétés. On a fait un travail en 2016, l'expérimentation PBB Memo Guide Modèles Objets Génériques, c'est-à-dire par rapport à des objets. Alors, vous savez que quand on est en France, dans les marchés publics, théoriquement, on ne peut pas mettre de marque. Donc, si dans une maquette, vous mettez un châssis de toiture Velux, ou une menuiserie Tartampion, ou une centrale d'air Dupont, faut pas. Donc, il faut mettre quelque chose qui est générique, qui correspond à la réglementation, et après, on pourra enrichir la maquette et remplacer cet objet générique par l'objet de l'industriel. On a travaillé aussi on a fait un guide sur le géoréférencement. Ben oui, parce que faut être sûr que la maquette elle soit bien positionnée et bien géoréférencée. Si vous faites une détection de clash et que les maquettes sont mal géoréférencées, peut-être que ça va marcher ou que ça marche pas, mais qu'en fin de compte, ça marche. Donc, voilà. Et là aussi, il y avait un énorme travail à faire. On a fait une campagne d'information avec le CNAM, on a fait un MOOC BIM. On a travaillé sur un projet qui s'appelle BIM Standard. Nous, dans notre association, on a 200 membres, on a une quarantaine d'éditeurs de logiciels, et ils sont tous très contents d'être chez nous. Chacun dans sa vie, à un moment, on peut réfléchir ensemble, mais après, c'est commercialement que ça se passe, d'accord ? Et les éditeurs de logiciels se sont rendus compte que souvent, ils passaient beaucoup de temps à répondre à leurs utilisateurs, comment je fais pour aller d'un point A à un point B, d'un logiciel A à un logiciel B. Et ils se sont mis autour de la table, ils ont créé des fiches qui s'appellent BIM Standard. Et donc, quand on est sous un truc qui s'appelle le Revit et qu'on veut aller vers, je sais pas, ClimaWin ou Attic, comment est-ce qu'il faut que la donnée soit formatée pour que derrière, je puisse l'exploiter et il n'y ait pas de perte en route. On travaille aussi beaucoup, alors avec le monde des infra, avec le projet Mine, qui lui est un projet national qui est voué à disparaître quand ils auront fini, mais en fin de compte, ils se sont raccrochés chez nous parce qu'ils ont dit, vous allez perdurer. Et avec les gens d'Infrabim, on va monter une manifestation l'année prochaine à Lyon, une manifestation internationale sur la problématique du BIM infra.
On a travaillé sur les guides de rédaction des conventions. C'est-à-dire que si vous dites on va faire ce qu'on a écrit, il faudrait peut-être l'écrire avant, et après ça va bien marcher. Et puis concernant l'éducation, les compétences. On avait créé un code d'éthique BIM, c'est-à-dire, je sais pas, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, moi je fais du BIM », mais qu'est-ce que tu fais dans le BIM? C'est de se dire « Je peux rien y connaître, mais je suis d'accord pour apprendre. Ce qui est le principal, c'est que je suis un bon professionnel dans mon métier. » Et puis derrière, on va voir comment est-ce qu'on met en place le processus pour que tu puisses t'intégrer dans l'objet. Trophée Avenir BIM, on vient de lancer ça, on vient de sélectionner les premières équipes. C'est de mettre en avant, dans le monde de l'éducation, les jeunes et les moins jeunes qui passent un diplôme, alors que ça soit du doctorat au CAP, où on a fait une démarche BIM et on a produit un document, alors une thèse, voilà, où on a fait un rapport de stage et comment est-ce qu'on peut mettre ça en avant. Label de formation BIM, donc ça revient sur ce que tu as présenté. Aujourd'hui, on a mis en place une commission et parce qu'on a des gens qui produisent des formations qui sont venus nous voir parce qu'ils ne savaient pas forcément où se situer et de se dire, voilà, comment est-ce qu'on peut se mettre dans des cases. Et donc, on va leur décerner des labels en collaboration avec l'Éducation nationale. Et ça, il y a le CA3 BTP qui est avec nous, il y a l'École des Ponts, voilà, c'est vraiment très hétéroclite comme nombre d'acteurs. Et puis, un sujet qui fait débat, c'est la certification individuelle. En France, on qualifie des sociétés, on certifie des personnes. Buildismark International a mis en place une certification que l'on est en train de développer au niveau local. Cette certification se fait en français. Et donc, tout à l'heure, on a dit que le BIM, c'est un outil. OK, mais après, il y a la pratique dans le pays. Donc, il y a 5 volets, et le 5 volets est sur les pratiques, et le dernier, il est sur la pratique du BIM dans le pays, pour que cette certification soit vraiment adaptée aux besoins des gens sur le terrain. La régionalisation, oui, parce que nous, on trouve que en région, il se passe des choses très intéressantes. Et quand tu disais tout à l'heure, Pierrick, que tu nous remerciais, mais non, c'est nous qui vous remercions. Parce que il n'y a pas de notion de chapeautage. On est tous au même niveau. Nous, on a une emprise géographique qui dépasse le territoire, parce qu'on est connecté avec nos amis de l'ensemble des chapitres au niveau de l'Europe. Vous avez un niveau de connexion au niveau de votre territoire. Et le but aussi, c'est de se dire, faisons fructifier nos efforts, ne faisons pas 2 fois la même chose. Et ce que Pierre a fait, si c'est adaptable à Paul, eh bien, c'est intéressant de s'en servir. Donc, vous voyez, on commence à avoir une carte on a une bonne implantation sur le territoire. On a fait une réunion la semaine dernière. On avait nos amis de la Réunion, justement, de la Nouvelle-Calédonie, qui étaient présents, parce que eux aussi, ils sont intéressés de venir participer à nos groupes de travail. Et on a fait un peu un inventaire des sujets qui étaient traités à l'intérieur de chaque association, les sujets que l'on avait, nous, et comment est-ce qu'on pouvait faire que tout ça puisse être synthétisé. Et puis, on a créé aussi un outil important qui s'appelle le Forum francophone du BIM. Alors ça, j'y tenais, parce que moi, je me débrouille mieux, et encore, avec la langue de Rabelais qu'avec la langue de Shakespeare. Et malheureusement, partout où vous allez, tout est en anglais, tout est en anglais. Bon. Et je ne pense pas que pour notre petit gars qui est sur le chantier, s'il faut qu'il apprenne l'anglais à fond pour pouvoir manipuler les outils, et pour démystifier ce problème du BIM, on a dit qu'il faut le rendre plus abordable. Et la discussion que j'avais, moi, mes amis suisses l'avaient, nos amis belges aussi, les gens de la région d'Aoste en Italie, c'était un peu le même souci. Et puis nos amis au Canada, c'est exactement pareil. Et puis nos amis au niveau en Afrique, où le français est très développé, au niveau du bord de la Méditerranée, tous ces gens-là, ils sont très contents qu'on ait pris cette initiative et qu'on mette en place un système de traduction de l'ensemble des textes, qui ensuite est remouliné dans chaque pays, parce que déjà nous, au nord, au sud, les mots veulent pas dire la même chose, donc d'un pays à l'autre, c'est pas forcément la même chose aussi, et donc tout ça se met en place, et c'est vraiment une belle opération, et ça a donné envie à mon homologue espagnol,
qui m'a dit, mais c'est pareil, la communauté hispanophone ou non, mon ami portugais, ou ben voilà, c'est des langues qui sont aussi très pratiquées, ben, de créer aussi un forum pour chaque langue qui est fortement représentée sur le territoire. Je vous propose de conclure, Voilà. si c'est possible, et puis Oui. comme ça, après, on donne la parole à Hakim Oural, si techniquement c'est jouable. Possible. Donc là, de toute façon, le PowerPoint, il sera accessible. Oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Donc ça, c'est des informations sur des sujets qui sont traités au niveau mondiaux. Donc nous, on a mis en place des guides. Guide sur les IFC, les objets BIM. Voilà, on a fait un BIM book. On a travaillé aussi, vous avez BIM standard, vous pouvez aller chercher les fiches. Et puis, on met en place des petits documents qu'on peut aller télécharger sur Internet. Voilà, merci de votre attention. Bien, merci beaucoup. Alors, logiquement, ouais, vous le voyez aussi. Donc, on a Hakim Oural qui nous rejoint. Je pense que le micro a l'air de fonctionner. Ben voilà, je vous remercie de votre présence. C'est pas toujours évident de se déplacer en ce moment. J'espère qu'on va vous entendre. Et voilà, je vous laisse allez, 10 minutes pour échanger sur ces thématiques qui animent aussi beaucoup la MEL et la ville de Lille. Oui, merci. Vous m'entendez bien ? Oui, parfaitement, oui. D'abord, merci de m'accueillir dans le réseau Virtuose que nous soutenons à la métropole européenne de Lille, mais nous ne le soutenons pas seulement pour vous faire plaisir, parce que nous en avons besoin. Nous avons besoin de votre expertise et aussi de votre capacité à faire convergence sur les expériences qui peuvent exister à travers des différents professionnels qui travaillent sur le BIM. Par ailleurs, j'étais ravi d'entendre M. Pierre Mitt pour Building Smart France, parce que je pense que son pragmatisme était rafraîchissant pour moi, parce que, vous savez, l'élu que je suis, qui a vocation à travailler sur ce qu'on va appeler de manière un peu rapide la ville intelligente, a besoin aussi de normer, a besoin d'objectiver, a besoin aussi de sortir du côté trop marketing de ce qu'on va appeler la ville de demain. Et qui est évidemment jalonné par ces bâtiments, par les équipements, par des éléments immobiliers qui font le territoire. Et donc ça, c'est de ce que j'ai entendu, ça m'a ravi. Donc, je ne vais pas être trop long, puisque Rémi a dit énormément de choses sur l'engagement de la métropole en la matière, de manière, je dirais, dans le back-office et aussi un peu dans le front-office. Par contre, vous dire quels sont nos engagements sur la question du BIM. D'abord, nous, la ville de demain, elle est connectée, durable et solidaire. Elle est connectée, vous avez évoqué les infrastructures, quelles qu'elles soient, des réseaux de transport, télécom, d'énergie, ou les systèmes d'information qui pilotent en lien avec la donnée l'ensemble de services qui sont disponibles sur le territoire. C'est évidemment dans cette partie infrastructure, c'est la manière de construire et les matériaux qui nous permettent de construire. Le deuxième élément sont pour nous les lieux qui permettent de connecter les habitants, les individus. On avait évoqué tout à l'heure les usages du territoire. Pour nous, ça, c'est effectivement un enjeu fondamental puisque nous construisons la ville pas recroquevillée sur elle-même, mais qui est ouverte sur les autres. Et ça, c'est essentiel. Et le troisième élément, c'est l'inclusion. L'inclusion, faire en sorte de n'oublier personne au bord de la route, faire en sorte que l'ensemble des habitants se sentent concernés par les dynamiques urbaines, les services disponibles. Et ça, pour nous, c'est essentiel. Et il y a trois éléments sur lesquels je reviens, c'est la question de la convergence. Je pense que pour nous, aujourd'hui, une ville, c'est un réseau synaptique qui est disponible, qui permet de donner à disposition un certain nombre de services, un certain nombre de bâtiments. Et les bâtiments, dans leur conversion momentanée, éphémère, sur tel ou tel sujet, sur les sujets autour de l'effacement, sur l'énergie, tous ces sujets-là demandent du pilotage. Et c'est vraiment un enjeu que nous donnons aujourd'hui à la métropole. Sur la capitalisation, évidemment, c'est cette signature qui me paraît extrêmement pertinente dans le moment, cette capitalisation qui va être renforcée avec Building Smart France, qui va nous permettre de voir ce qui se passe ailleurs, dans le monde, en Europe
et en France, bien évidemment. Et ça, c'est fondamental pour ne pas perdre de temps, parce que je pense qu'il y a des choses qui marchent très bien, qui ne demandent pas des études trop longues pour savoir ce qu'on sait déjà dans d'autres secteurs du monde. Le troisième élément, c'est l'évaluation, bien sûr. L'évaluation avec comme prisme, évidemment, la capacité de faire de cette ville de demain une ville adaptée à tous. Et ça, c'est fondamental. 3 parties techniques, je ne vais pas trop les réévoquer, bien évidemment, puisque ça a été beaucoup évoqué. Nous avons vocation à faire de la métropole européenne de Lille un territoire plateforme. Un territoire plateforme, ça veut dire quoi? C'est d'avoir une capacité à être un acteur du big data territorial en lien avec nos partenaires. Nous avons créé d'ailleurs le collectif public-privé population avec beaucoup d'entreprises qui avaient vocation avec nous en mode projet de pouvoir partager de la donnée, qu'elle soit de la donnée un peu sensible pour certains des acteurs du territoire ou des données qui sont des données en vocation open data. Et donc ça pour nous c'est fondamental parce que si on n'a pas cette capacité à concaténer de la donnée et de l'agréger à un niveau un peu supra, on aura du mal à avoir cette capacité à piloter demain. Le deuxième élément, et ça a été évoqué à plusieurs reprises sur les outils, et j'aime beaucoup M. Mitt quand il dit on ne connaît pas les outils de demain. Je pense qu'il a absolument raison. On sait plus ou moins ce qu'on a envie de faire. On a envie de faire un territoire avec une stratégie d'API qui soit puissante, c'est-à-dire rendre interopérables nos systèmes, qui soient des systèmes entre les acteurs publics ou certains acteurs privés. Je pense que ça, c'est fondamental pour une personne qui a vocation à pouvoir libérer son logement toute la journée. Peut-être qu'on peut avoir une idée de réduire dans le réseau l'usage de l'énergie dans le bâtiment, sachant qu'il y a 2 personnes qui résident, et de connecter ça à son déplacement en mobilité et de faire et travailler de manière intégrée à la manière de travailler, la manière de consommer, la manière d'utiliser le territoire. Pour nous, ça, c'est des vrais sujets de demain. Ça demande évidemment de travailler en mode projet et en mode collaboratif. Ça a été évoqué aussi, avec un objectif aussi, c'est de construire des stratégies de prédictibilité. Et dans cette stratégie data et plateforme, on a l'enjeu évidemment d'une couche d'intelligence artificielle sur laquelle nous voulons vraiment tester notre stratégie, sur laquelle je sais que vous serez présents. Sur les SIG, c'est un gros sujet pour moi. J'ai toujours évoqué que le SIG était le socle de la ville intelligente. Je considère que bien connaître son territoire de manière cartographique, c'est essentiel, mais nous souhaitons travailler sur un système d'information territorialisé, c'est-à-dire avec une capacité à avoir des données en temps réel, avec une capacité à avoir des données statiques, mais des données dynamiques pour nous permettre de réagir, d'aider à la décision dans un territoire qui supporte parfois des flux de déplacement énormes, et donc de construire une vraie stratégie technologique en la matière. Évidemment, pour nous, la participation des habitants, et là, dans la construction, dans un rapport que j'ai remis au gouvernement il y a quelque temps, j'avais évoqué la stratégie archicité, faire en sorte que dans le cahier des charges, on intègre non seulement ces gros enjeux technologiques, mais aussi les aspirations et les attentes des habitants pour construire ensemble le cahier des charges qui fera le programme demain. Ça, pour nous, c'est fondamental. Je crois qu'on m'avait demandé de dire un mot sur le rapport Ville intelligente que j'ai remis justement au gouvernement et qui, d'une certaine manière, complètement aujourd'hui, je pense, presque obsolète, puisque tout ce qu'a dit M. Mitt est aujourd'hui au rendez-vous de l'histoire, je pense, sur ces choses compliquées qui visent d'abord, et il l'a dit, à connecter les énergies humaines pour qu'elles s'allient autour d'une stratégie collective et pour être plus efficaces. Et ça, c'est essentiel. Néanmoins, 3 choses quand même sur ce rapport. Il y a d'abord une volonté de se dire, est-ce que nous, quand on parle de fabriquer la ville de demain, l'Europe et la France notamment, est-ce qu'on est aujourd'hui au rendez-vous du marché international? C'est une vraie question qu'on s'est posée avec les affaires étrangères, et donc on a remis ce rapport en 2018 qui se disait, dans le concert international qui est celui mené par les Asiatiques et les Américains, quelle est la place de l'Europe et de la France? Et donc il y a quelques éléments importants. D'abord, la question du normatif et la régulation publique est un enjeu fondamental. Et évidemment, ça ne veut pas dire qu'on dépossède
aux acteurs privés la capacité à libérer les énergies et l'initiative. Non, ça veut dire que peut-être qu'il nous faut construire des gouvernances sur les stratégies d'aménagement et de construction qui soient encore plus fortes demain et plus équilibrées peut-être. Le deuxième élément pour nous dans le rapport, c'était qu'il y ait une offre française intégrée entre aménagement, construction et l'ensemble des services qui existent en termes de concessionnaires sur le territoire ou même des acteurs privés qui peuvent proposer dans un parcours de vie les usages qui permettent de faire la ville de demain. Et donc ça, pour nous, c'est fondamental. D'ailleurs, aujourd'hui, Infranum, qui a été mobilisé par la DGE pour produire un CSF autour de la ville intelligente, travaille sur le sujet. Je ne sais pas d'ailleurs si Building Smart France travaille avec eux. En tout cas, nous y participons avec force. Après, sur la question européenne, dans le rapport, nous avons beaucoup forcé à ça, c'est qu'il y ait une sorte de label européen ville intelligente. D'abord sur les valeurs qui sont les nôtres. J'en terminerai là-dessus. Les valeurs, c'est évidemment la connectivité raisonnable et évidemment responsable, la durabilité, parce qu'aujourd'hui on ne fait plus rien sans avoir cette préoccupation-là, mais aussi l'inclusion et le côté solidaire de la ville de demain. Et donc on a écrit avec notamment un certain nombre d'acteurs européens, ce qu'on a le texte qui s'appelle Joint Sustain Boost, qui a une vocation au fond à pouvoir unir les énergies, qui demain, je l'espère, avec la Commission européenne, pourra nous permettre d'appeler les différents acteurs publics et privés à écrire ce label ensemble pour faire en sorte que l'Europe prenne une place forte en la matière. Voilà, donc moi, je n'en dirai pas plus. Je suis ravi, évidemment, que la métropole soit engagée avec Virtuose, parce que ça, je pense que c'est fondamental pour que vous puissiez nous aider à avancer et ne pas faire de la ville intelligente juste un produit marketing, mais vraiment un changement de vie pour les gens. Et ravi, évidemment, par rapport à tout ce que j'ai entendu de M. Pierre Mitt, que nous puissions unir nos énergies avec cette belle association pour aller plus loin encore. Merci à vous. Bien, merci beaucoup. Donc, je vous propose de terminer cette plénière par la signature de la convention avec Pierre Mitt, représentant Building Smart France, et Victor Ferreira, représentant le CD2E en tant que directeur. Voilà, salut du coup comme il est de rigueur en ce moment. Je vous invite donc à signer cette convention et je me permets donc de vous donner la suite du programme.